Vous savez, on a tous connu ce sentiment, je pense, d'être à un carrefour, de sentir que la vie qu'on mène ne nous correspond plus tout à fait à la personne qu'on est en train de devenir. C'est un décalage, parfois une prise de conscience un peu brutale, qu'on est un peu en périphérie de notre propre existence. Et c'est pile là-dessus que se penche le livre qu'on explore aujourd'hui, The Pivoteer de Brianna Wiest. L'idée centrale, c'est qu'une seule année peut suffire, non pas pour des changements cosmétiques, mais pour une vraie transformation. Une année pour devenir la personne que l'on a toujours voulu être. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas... En fait, ce n'est pas un énième livre de développement personnel avec un plan d'action rigide, quoi. L'approche est vraiment différente. C'est plus une méditation quotidienne, un compagnon pour 365 jours. D'ailleurs, le sous-titre est très clair, hein, 365 jours pour devenir la personne que vous voulez vraiment être. L'idée, c'est de s'engager dans un processus graduel, une sorte de révélation à soi-même. C'est une promesse qui est à la fois ambitieuse et, en même temps, assez douce. Mais ça pose une question fondamentale, surtout pour ceux qui se sentent un peu bloqués ou qui cherchent un vrai changement de cap. Comment on passe de la simple intention de changer à une transformation qui tient la route? Comment on arrête de tourner autour du pot pour enfin plonger? C'est tout l'enjeu. Et le livre suggère que la réponse, elle ne se trouve pas dans une grande action héroïque, mais dans une multitude de petits réalignements quotidiens, une sorte de boussole intérieure. D'accord. Alors, explorons ça. Une des premières idées qui m'a vraiment interpellée, c'est cette redéfinition du bonheur. J'ai l'impression que le livre ne nous dit pas comment être heureux, mais Il nous demande d'abord de questionner notre propre définition du bonheur. exactement. Le point de départ, c'est de s'éloigner des emblèmes un peu traditionnels du succès. L'autrice dit, par exemple, que le vrai bonheur, ce n'est pas l'apparence de notre maison, mais c'est l'amour qui y règne. Ce n'est pas d'atteindre un certain statut à une date précise, mais de trouver une passion si captivante que le temps disparaît. En fait, l'idée forte ici, c'est qu'on passe notre vie à courir après les indicateurs du bonheur. La belle maison, le poste, la belle maison, le poste prestigieux, voilà. Au lieu de cultiver la source du bonheur, c'est-à-dire la qualité des relations, la paix intérieure, le pivot, c'est d'inverser cette priorité. Donc l'idée, c'est de passer d'une quête de validation externe Oui, à une culture d'un état interne. c'est ça. C'est exactement ça. Mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi au quotidien? Ça ressemble à construire une vie simple dont on est fier. C'est une invitation à être pleinement là où on est. La thèse de fond, c'est que si la joie n'est pas d'abord trouvée dans les petites choses, un café le matin, une conversation, les grandes réussites ne nous combleront jamais. D'accord. Elles seront comme des trophées un peu vides. Le livre dit que le bonheur le plus profond, il n'est pas toujours dans ce qui nous secourt, mais plutôt dans ce qui nous rassure lentement, ce qui nous autorise à ralentir. C'est un changement de perspective complet. Et c'est facile à dire quand tout va bien, mais comment on fait pour apprécier les petites choses quand on est justement dans cette phase de transition un peu floue? Cet entre-deux dont parle le livre. Ce moment où on se sent un peu perdu. C'est là qu'intervient le deuxième grand thème, l'acceptation de l'inconnu. Brianna Wiest nomme cette période l'espace entre le plus maintenant et le pas encore. C'est un moment souvent inconfortable, c'est vrai, mais elle le présente comme un espace de potentiel infini. D'accord. Au lieu de chercher la sécurité à tout prix, il s'agit d'apprendre à accueillir cette incertitude. Elle parle même d'un vortex d'or dans lequel on entrerait quand on admet ne pas savoir ce qui va suivre. Ça sonne un peu ésotérique, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça peut, oui. C'est une métaphore pour décrire un état de réceptivité totale. Pensez à ce moment à la fois terrifiant et excitant où on quitte un job qu'on déteste sans en avoir un autre. Pendant un instant, tout est possible. Oui, je vois. C'est ça le vortex d'or. C'est l'idée que lorsqu'on lâche notre besoin de tout contrôler, on laisse la place à des possibilités que notre esprit n'aurait jamais pu envisager. Et c'est là qu'intervient cette idée fascinante que ce qui semble être un rejet est souvent une redirection. Précisément. Le livre utilise une image très puissante. Vous dites à la vie ce que vous voulez, et la vie vous dit comment l'obtenir. Ça ne veut pas dire que la vie vous donne ce que vous demandez sur un plateau. Non. Ça veut dire qu'elle vous met face aux obstacles, aux leçons nécessaires pour devenir la personne capable de recevoir ce que vous voulez. Si on demande l'âme sœur mais qu'on a des schémas relationnels toxiques, la vie va peut-être répondre en mettant fin à notre relation actuelle. Ce n'est pas un rejet, c'est le chemin. C'est faire confiance au processus, même quand il est déroutant.
D'accord. Donc si on doit faire confiance à ce processus qui peut être déroutant, on a besoin d'une sorte de guide. J'imagine que c'est là qu'intervient la fameuse voix intérieure. C'est le cœur du réacteur. Le livre décrit deux rivières qui coulent en nous. L'une est bruyante, c'est la rivière du monde. Elle charrie les il faut que, les attentes sociales, le bruit des réseaux sociaux. Tout le bruit ambiant. Voilà. Et l'autre rivière est beaucoup plus silencieuse. C'est celle de notre guide intérieur, notre intuition. La plupart d'entre nous, on navigue sur la première rivière, pour réaliser un jour que notre vie a été tissée par un récit qu'on n'a pas écrit nous-mêmes. Mais la question qui tue, c'est comment on fait la différence entre cette voix intérieure et, disons, une peur irrationnelle ou une simple envie? C'est le grand piège, hein? Le livre donne des pistes pour ça. Ah, c'est une excellente question. C'est le piège. C'est la question, oui, et c'est crucial. Alors, le livre ne propose pas de formule magique, hein, mais il donne des indices. La voix de l'intuition est souvent calme, neutre, persistante. Elle apporte un sentiment d'expansion, de justesse, même si elle fait peur. La voix de la peur, elle, est souvent bruyante, urgente, chaotique. Elle provoque une contraction. La sagesse, selon l'autrice, c'est pas d'abandonner la rivière du monde, mais d'apprendre à distinguer le bruit du signal. Et ce signal, il se manifeste souvent à travers nos désirs profonds. Ça, c'est un autre point qui m'a marqué, cette vision du désir. Oui, il y a une idée très forte qui dit « Vous ne pouvez pas désirer ce que vous ne contenez pas déjà ». Autrement dit, un désir profond, ce n'est pas un simple caprice. C'est une projection vers l'extérieur qui est proportionnelle à notre potentiel intérieur. Si vous désirez ardemment écrire un livre, c'est que le potentiel de cet écrivain existe déjà en vous. Le désir, c'est l'écho de ce qu'on est venu accomplir. C'est une vision très responsabilisante. Mais tout ce processus, ce pivot, n'est pas toujours agréable. Le livre ne cache pas que ça passe souvent par des moments difficiles. Absolument. Il ne présente pas la douleur comme une impasse, mais comme le prélude nécessaire à une paix future. La personne qu'on devient, après l'épreuve, est plus forte, Plus résiliente, oui. plus résiliente, voilà, plus à même d'apprécier ce qui compte. Une citation résume ça parfaitement. Ça doit vous défier pour vous changer. J'aime beaucoup cette image qui revient souvent dans les textes. La guérison, ce n'est pas tant de réussir à poser ce qui nous pèse, mais d'apprendre à ne plus le ramasser. C'est plus actif que le simple lâcher-prise, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus actif. Lâcher prise peut sonner un peu passif. Ne plus le ramasser, ça implique un choix conscient, répété. C'est abandonner activement les béquilles émotionnelles qui nous maintenaient dans la souffrance. Et pour y arriver, le livre insiste sur un point crucial. Les sentiments lourds, la tristesse, la colère, ils ne demandent pas une intervention immédiate. Une solution à tout prix. Exactement. Ils demandent notre attention. Les ressentir pleinement, sans jugement, c'est ce qui permet, paradoxalement, de les libérer. D'accord. On a exploré la philosophie, mais ce qui rend ces sources intéressantes, c'est qu'elles ne restent pas dans l'abstrait. Il y a des outils très concrets. Parlons un peu de la valeur pratique. Oui, le livre est truffé de petits mécanismes à intégrer au quotidien. Le plus simple, et peut-être le plus puissant, c'est ce que l'autrice appelle la pause. La pause. C'est l'idée d'apprendre à créer un espace, même d'une seconde, entre un stimulus, ce qu'on ressent, et notre réaction. notre réaction. Voilà. Une microseconde pour ne pas répondre à cet email qui nous énerve. Exactement, cette seconde, elle peut changer toute la dynamique. Cet intervalle permet de décider où on met notre énergie. Car, comme le dit le livre, ce à quoi on s'engage est ce que l'on habilite. La pause nous rend notre pouvoir. Un autre conseil qui m'a semblé contre-intuitif, c'est de se concentrer sur ce qui fonctionne déjà. C'est drôle, notre réflexe est souvent de s'acharner sur ce qui coince. C'est le réflexe de la plupart des gens, oui. On passe des mois à essayer de convaincre un client qui n'est pas intéressé, à arroser des plantes mortes, comme le dit l'expression. Le livre suggère l'inverse. Donnez votre énergie aux gens qui vous aiment déjà, aux projets qui montrent déjà un potentiel. D'accord. Il s'agit d'apprendre à écouter les petits clics, les coïncidences, ce oui tranquille que la vie nous envoie. C'est une approche moins basée sur la lutte. J'aime aussi l'idée de changer son commentaire interne, passer d'une lentille critique à une lentille créative. C'est un changement radical de mentalité. La lentille critique voit ce qui manque. Mon appartement est trop petit. La lentille créative pose une autre question. Comment puis-je transformer ce que j'ai en ce que je veux? Ça devient « Comment puis-je optimiser cet espace ?» ou « Comment utiliser l'expérience que j'ai pour créer une opportunité ?» Et dans la même veine, il y a cette idée de cultiver une curiosité positive. C'est une belle alternative à l'anxiété, qui est souvent une anticipation négative. C'est exactement ça.
Au lieu d'anticiper le pire, la curiosité positive nous invite à nous demander « Comment pourrais-je être agréablement surprise ?» Et si ça se passait mieux que prévu? Ça ouvre le champ des possibles. Et tout ça, bien sûr, repose sur le dernier pilier, l'action quotidienne. C'est la structure même du livre qui nous le rappelle. Oui, c'est l'épine dorsale de la démarche. Le changement, il ne vient pas d'une grande révélation soudaine, mais de la cohérence de petites actions répétées. C'est l'effet cumulé. Les carrières de rêve, les relations profondes, tout ça est construit, jour après jour, brique par brique. Il suffit de se montrer chaque jour un peu plus comme la personne que l'on veut être. C'est une évolution patiente. Donc, si on devait résumer, l'esprit du livre, au fond, ce n'est pas une solution miracle, un hack pour changer de vie en 30 tours. Pas du tout. C'est plutôt un compagnon de route pour un voyage intérieur patient et bienveillant. C'est un guide pour réapprendre à s'écouter, à faire confiance au processus et à construire, pas à pas, une existence qui nous ressemble. De l'intérieur vers l'extérieur. L'idée, c'est vraiment cet alignement entre la vie extérieure et la vérité intérieure. Exactement. Le livre se termine sur une note d'espoir, mais aussi d'action. L'idée qu'on a le pouvoir de changer notre vie, non pas un jour, mais maintenant, aujourd'hui, en commençant par le plus petit pas possible. Et pour conclure, la pensée que ce livre nous laisse est peut-être la suivante. La question n'est pas de savoir si l'on arrivera un jour à la vie de nos rêves. La vraie question est: quelle décision, même infime, peut-on prendre aujourd'hui pour honorer la personne que l'on est en train de devenir ?